Et qu'on passe tout de suite à une table ronde avec différents acteurs que je vais appeler un par un sur cette petite scène. Et je commence avec Jean-Marc Giroux, qui est président de Cosmed, que vous pouvez chaleureusement accueillir. Prenez donc un micro, Jean-Marc. Quelques mots juste pour préciser, il n'y a rien à toucher. Vous posez sur le menton et ça fonctionne. Merci, je n'ai pas l'habitude. On s'y fait vite, rassurez-vous. Quelques mots sur Cosmed déjà? Alors, bonjour à tous. Donc Cosmed, beaucoup d'entre vous, je reconnais beaucoup de visages, connaissent. Donc c'est la première association professionnelle de la filière cosmétique avec 1000 entreprises. 48 millions de chiffre d'affaires des adhérents. Et puis, notre activité, c'est d'abord... nous, on intervient plutôt en amont des réglementations. Puisque nous, on en parlait à l'instant, ouais. On en reparlera avec l'Europe, avec les certifications. Donc, on est plutôt dans l'élaboration, de co-élaboration de ces éléments avec le ministère de la Transition écologique. Tout ça, ça fait... Mais aussi de l'agriculture, j'imagine, ça doit devenir un partenaire clé. Alors ça, c'est un élément nouveau. Moi, je suis président depuis 15 ans. Mais on voit arriver effectivement le ministère de l'Agriculture de façon très justifiée dans la discussion. Je vous invite juste à coller le micro sur votre menton et on ne touche plus. Juste, voilà. Donc, vous m'avez coupé, cher ami. Donc on parlait du ministère de l'Agriculture qui arrivait de manière plus justifiée dans les discussions. Le ministère de l'Agriculture, parce que finalement, c'est un circuit fermé. Si on part de l'agriculteur en passant par les biotechnologies mais notre vraie menace aujourd'hui, c'est plutôt le retard de la réglementation sur l'évolution globale. Je pense à REACH. Alors, quels sont ceux qui ont entendu parler de REACH dans la salle? Quand même. C'est bien. Donc voilà, là, il y a une culture au niveau des décisionnaires de REACH qui a juste 30 ans de retard. De mon point de vue. On en reparlera tout à l'heure et peut-être aussi dans l'autre table ronde. L'idée avec nous, c'est de parler de durabilité et d'agriculture bio et ou régénérative. On reviendra sur ces termes et de voir comment l'industrie cosmétique peut promouvoir des pratiques agricoles responsables. Et on en reparle avec vous. Donc je rappelle que vous êtes le président de cette association professionnelle représentative de tout un ensemble de TPE, PME de la cosmétique. Deuxième acteur à nous rejoindre sur scène, restez donc avec moi, c'est Claudia Menu, qui est directrice marketing France du laboratoire Expanscience, qui produit des actifs et des produits finis. Bienvenue Claudia, pourquoi pas Claire? J'aime bien Claire, ça me va. On ne va pas donner ce prénom-là. On va rester sur Claudia. Alors, je rappelle que vous êtes directrice marketing France. J'imagine que les propos introductifs d'Annie, de Sophie font écho à ce que vous connaissez et vos études propres chez Expanscience en termes de marketing. Ouais, c'est peu de le dire. Donc nous, chez Laboratoire Expanscience, donc on est à la fois producteur effectivement d'actifs cosmétiques d'origine végétale, mais également de produits finis à travers une marque de dermocosmétiques que vous connaissez peut-être depuis votre naissance, qui s'appelle Mustela. Et on est dirigé par un président qui est en fait le fils du fondateur. Donc on est une entreprise familiale qui depuis longtemps s'est intégrée dans cette démarche un peu de qu'est-ce qu'on peut faire pour la planète et l'humanité pour que ce soit plus viable. Donc on est devenu société à mission, on est Bicorp, on a intégré plusieurs parcours de la Convention des entreprises pour le climat et donc on s'attache à essayer de rendre compatible une activité économique, en l'occurrence une activité cosmétique avec les limites planétaires. Donc tout ce que vous avez évoqué sur l'agriculture... On est en plein dedans. Avec Expanscience, quelques chiffres clés, juste un chiffre d'affaires pour qu'on se rende compte de combien on parle si vous communiquez dessus. Oui, de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. On reste une entreprise à taille humaine. Voilà. Merci beaucoup Claudia. Donc, j'appelle maintenant Nabil Bourguiba à me rejoindre. Là aussi, on remonte la chaîne de valeur. Nabil, vous êtes responsable sourcing végétaux au sein du groupe Berchem. Pareil, 2-3 mots sur Berchem et peut-être un chiffre clé pour illustrer l'impact que vous avez sur le secteur agricole dans le bon sens du terme. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Nabil Bourguiba, responsable sourcing végétaux pour le groupe Berchem. Le groupe Berchem
produit donc des extraits pour la cosmétique, la nutraceutique et la nutrition en général, mais aussi est présent dans d'autres domaines plus industriels. En gros, les chiffres clés, c'est plusieurs milliers de tonnes de végétaux transformés chaque année, auxquels on va ajouter de la valeur. Une cinquantaine de végétaux différents, donc sous des formes complètement différentes. On traite des racines, de l'écorce, des feuilles, des fleurs, des graines, des pépins de raisin également. Donc vraiment, on s'attaque un petit peu au végétal sous toutes ses formes. Et notre idée, c'est vraiment d'intégrer la chimie du végétal dans la chimie du quotidien. Et on se dit, pourquoi continuer à utiliser des dérivés pétroliers quand on peut utiliser des produits d'origine végétale? En France, on n'a pas de pétrole, mais des terres agricoles, on en a à foison. Et c'est tant mieux. Peut-être un chiffre clé, je ne sais pas si vous l'avez dit, j'espère pas avoir eu un blanc, sur le volume que vous traitez au sein de... Plusieurs milliers de tonnes de végétaux. Donc on est entre 4, 5, 6 000 tonnes de végétaux par an. Super, on remonte encore la chaîne de valeur et j'appelle maintenant Fabien Quay, qui est directeur communication chez CEPOL, à nous rejoindre sous vos applaudissements chaleureux et nourris. Merci. Donc là, on arrive vraiment dans l'amont agricole, quasi. CEPOL, c'est la filiale d'un grand groupe qui s'appelle Avril, qui est de capitaux agricoles, on peut le dire ça comme ça. Créé par les agriculteurs, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que CEPOL ? Et comment vous intervenez dans la chaîne de valeur qu'on est en train de constituer ensemble ? Donc CEPOL, en fait, on a un groupe agro-industriel. On transforme en gros 3 millions de tonnes de graines par an, du colza, du tournesol, mais on commence à faire aussi des intercultures. Pourquoi on est dans cette chaîne de valeur ? C'est que en gros, on a été les pionniers, on est les premiers à le faire à partir de 2020. On a lancé une initiative sur le fait d'aller chercher des graines tracées issues de l'agriculture de régénération des sols pour la valoriser vers les biocarburants et en apportant plus de valeur pour les agriculteurs qui sont engagés dans ces pratiques. Ça, c'était aussi une obligation réglementaire qui s'imposait aux biocarburants. Exactement. Alors, ça s'imposait pas aux biocarburants. On a fait la démarche parce que le cadre réglementaire existait de le lancer. Et donc, en fait, sur la base des biocarburants bas carbone, donc avec une meilleure réduction de gaz à effet de serre, on a été en mesure d'aller créer plus de valeur pour les agriculteurs et pour les engager davantage vers la régénération des sols. Pour d'autres filières de valorisation par ailleurs. Et là, on est en train de développer le même schéma, donc pas sous forme réglementaire, mais sur forme volontaire avec des acteurs de l'aval, la valorisation de ces mêmes pratiques vers l'ensemble des débouchés alimentaires, protéines végétales et cosmétiques, parce que coproduit des biocarburants, on a la glycérine végétale qui intéresse beaucoup la cosmétique. Donc on peut dire que vous êtes un acteur de la première transformation de la biomasse agricole qui ensuite peut venir s'insérer dans différentes filières cosmétiques qui viennent d'être décrites. Et nous, on ne vend pas en direct à la cosmétique, on s'appuie sur une autre filiale d'Avril qui s'appelle Oléon, avec qui certaines personnes présentes doivent travailler. D'accord, qui est fournisseur peut-être d'un Berchem ou d'autres partenaires ici présents. Le titre de la table ronde, c'est durabilité et agriculture bio-régénérative, donc bio et ou régénérative. A priori, on croit savoir ce que c'est que l'agriculture bio, on y reviendra. Par contre, je pense que ça vaut le coup qu'on explique ce que c'est que l'agriculture régénérative par rapport à ce que disait Serge tout à l'heure. Serge parlait de l'agriculture de conservation des sols. Est-ce qu'on arrive à y voir clair sur ces termes ? Peut-être avec vous, Fabien, qui êtes le plus proche, on va dire, du secteur agricole. Nous, en fait, avec 3 millions de tonnes de graines, sur des cultures de colza et tournesol, clairement, on n'est pas dans le bio. Donc, par contre, on est vraiment dans tout ce qui est agriculture raisonnée. Donc, en fait, bien sûr, toutes les cultures qu'on appelle aussi conventionnelles. Et conventionnelles pour dire non bio, ce qui veut dire en fait pas grand-chose. Il y a des traitements phytosanitaires, effectivement. Il y en a aussi, qui sont issus de la chimie, en fait. Nous, ce qu'on fait en fait autour de ces cultures-là, en fait, c'est qu'on a développé la rémunération de l'agriculture de régénération des sols, et c'est principalement ce qu'ont expliqué les autres intervenants. On est sur du couvert végétal toute l'année, donc mise en place d'interculture. On est sur la substitution de fertilisants fossiles par des fertilisants organiques, et on est sur un travail allégé du sol, donc non labour ou technique culturelle simplifiée. Et en gros, toutes ces pratiques-là
On sait qu'elles peuvent augmenter le stock de carbone dans le sol, mais aussi elles ont des impacts sur la qualité de l'eau, ou en tout cas la résilience des sols par rapport à la sécheresse et tout impact sur la vie du sol. Oui, la vitesse d'infiltration notamment. Est-ce que vous adoptez, vous, dans vos filières d'approvisionnement, ces termes-là, agriculture 100% bio et ou agriculture régénérative? Claudia? On essaye. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on essaye de trouver des alternatives au sourcing d'ingrédients issus de l'agriculture plutôt conventionnelle. Donc, j'ai par exemple 2 exemples à citer. On vient de créer une filière sur de l'huile de lin. Donc, on crée un concentré d'un saponifiable d'huile de lin qui est issu d'un approvisionnement local, avec Ludovic Joaris, qui est producteur donc à 20 km de notre site de production qui est à Épernon, et qui lui pratique 100% de ces terres, où il pratique sur 100% de ces terres de l'agriculture de conservation des sols. Donc pour nous, c'est une première. On vient d'avoir d'ailleurs notre premier débouché, puisqu'on vend du coup cet actif à d'autres marques de cosmétiques. Donc il commence à y avoir un intérêt, mais en tout cas pour nous, c'est vraiment intéressant d'expérimenter si cette filière peut être viable, mais avec les difficultés de trouver des acteurs qui existent aujourd'hui sur les filières existantes. Voilà. Après, on a aussi d'autres. On s'intéresse évidemment également au bio. Avec la difficulté de trouver quelque chose qui rejoint les deux méthodes agricoles. Ah, mais ça, serait le Graal, hein. Une agriculture Exactement. Et bio et régénérative. Certains arrivent à le faire, mais c'est quand même techniquement un petit peu plus complexe. Aujourd'hui, on le rappelle peut-être que le bio, c'est un cahier des charges avec des obligations de moyens. L'agriculture dite régénérative s'inspire de l'agriculture de conservation des sols, qui se caractérise par ce qu'on disait à l'instant, une diversité des cultures, un allongement des rotations, une couverture permanente des sols et zéro labour ou une limitation du travail en fonction qu'on est puriste ou pas, vraiment ACS puriste ou on tend vers l'agriculture dite régénérative des sols. Nabil, de votre côté, est-ce que c'est là aussi des vocables, voire des filières que vous développez? Est-ce que vous êtes 100% bio chez Berchem ou est-ce que vous vous ouvrez aussi à d'autres modes de production? Nous ne sommes pas 100% bio, mais très attentifs à toutes les pratiques agricoles. Et notamment cette tendance effectivement à essayer de protéger les sols avec toutes les pratiques régénératives que l'on aime aussi situer dans un cadre un peu plus global d'agroécologie. Et donc la protection du sol, et donc on parle parfois de microbiote ou de microbiome, c'est tout le vivant qui est contenu dans le sol. Je crois qu'il y a des spécialistes qui disent qu'il y a plus d'êtres vivants dans le sol que d'étoiles dans le ciel, en fait, sur même quelques mètres carrés, ce qui est incroyable. Et en fait, donc, dans ce principe plus général d'agroécologie, on associe aussi des principes d'aller essayer de protéger les cultures avec des haies, d'arbres, en associant aussi avec du bétail, des bêtes, etc., pour rétablir en fait donc une véritable diversité sur ces cultures et améliorer aussi leur pouvoir de résilience. Donc on a un exemple très concret avec la culture, un agriculteur partenaire des Landes là, qui nous fournit de la passiflore pour un produit qu'on a lancé il y a 2-3 mois. Et donc cette passiflore, bon, elle est bio, et les pratiques régénératives aussi sont utilisées. Donc il y a un couvert végétal permanent. C'est pas simple à gérer parce que derrière il faut récolter d'une certaine façon, etc. Mais le gros intérêt, c'est qu'on va enrichir cette terre des Landes qui est réputée assez pauvre, hein, sablonneuse, pauvre, qui retient pas l'eau, alors que là il y a une véritable évolution positive. Et également, donc il y a plus de 4 km de haies d'arbres qui ont été plantés tout autour, etc. Et là, on voit les animaux qui reviennent, etc. Et donc une culture qui est beaucoup plus durable. Peut-être que je vais reposer un peu à nouveau le cadre, parce que entre agriculture bio, agriculture régénérative, agriculture conservation des sols et agroécologie, on peut s'y perdre. On va dire que agroécologie, c'est le cadre un peu général. C'est une façon de penser l'agriculture où
on mobilise, on amplifie des mécanismes écologiques qu'on oriente à des fins productives, et l'agriculture biologique, l'agriculture de conservation des sols s'inscrivent dans cette façon de concevoir, et avec chacune un peu leur spécificité et leur cahier des charges éventuels, notamment pour ce qui concerne le bio. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de basculer vers ces modes de production? Pourquoi tout le monde n'y est pas? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous et bio et régénératifs? Fabien? Quand je dis on, nous, les mondes agricoles, parce qu'il y a des limites, et en fait nous effectivement on s'attelle à prendre en compte, en considération les limites qu'ont les agriculteurs, et c'est vrai que quand on a des agriculteurs qui vont s'engager dans des nouvelles pratiques, il leur faut des nouveaux matériels pour faire tel ou tel type de pratique culturelle. On s'appuie beaucoup nous sur les organismes collecteurs qui apportent aussi la connaissance et la technique. Donc là on parle des coopératives, des négoces agricoles et puis des instituts techniques associés. Exactement. Et en fait, tout ce travail-là, en fait, nous, en tout cas, on a une démarche qui est de dire qu'on ne peut pas laisser l'agriculteur porter seul les transitions. Et donc, en fait, c'est là où on rejoint totalement ce qui a été dit tout à l'heure, en fait, sur le côté rémunération. S'il y a de la valeur qui est créée parce que on va valoriser l'agriculture de régénération, parce qu'on va valoriser. Nous, on travaille aussi maintenant sur toute la partie valorisation de la biodiversité, valorisation de l'impact sur la qualité de l'air et de l'eau qu'on va intégrer dans notre programme qu'on a appelé Empreinte by CEPOL. Et en fait, tous ces travaux-là, on a la conviction qu'on peut aller chercher de la valeur pour la rémunérer, pour rémunérer l'agriculteur qui va mettre en œuvre cette pratique. Et il faut partir avec beaucoup de pragmatisme sur ce que fait réellement l'agriculteur, et on ne va pas réinventer totalement l'agriculture. Il faut partir à la place de pour y trouver la valeur et bien savoir la remonter jusqu'à l'aval sans en perdre dans trop de cahiers des charges, dans trop d'analyses. Il faut rester très pragmatique. On y reviendra, hein. Et puis je vais vous donner la parole, Jean-Marc, justement pour réagir là-dessus. Qui dit transition, dit changement de pratique, dit risque. Est-ce que, de votre point de vue, les TPE, PME de la cosmétique que vous représentez se sentent investis et en capacité de partager ce risque avec les agriculteurs? Je vais répondre à votre question, mais avant, faire une petite mise en perspective. Ce dont on est en train de parler, l'agriculture régénératrice, elle a toujours existé. Toujours. Mais l'enjeu, c'est son déploiement. Les premières théories là-dessus, ça remonte à Rudolf Steiner, le père de l'anthroposophie, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire protéger le sol, lui redonner, mais tous les cultivateurs, et mon grand-père le premier, redonnaient à la terre ce qu'il lui prenait, et de façon à avoir un système naturellement régénératif. Voilà. Donc nous avons oublié ça avec l'ère industrielle et productiviste, et heureusement on est tous en train d'y revenir, avec d'autres mots, avec des labels, avec des choses, mais c'est quand même la base de la façon de nourrir l'humanité depuis des milliers d'années. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, votre question, c'était... Est-ce que parce que donc Fabien évoquait l'enjeu de transition, de changement de pratique et de sécurisation de ces changements. Est-ce que les TPE, PME que vous représentez sont motivés et ou en capacité de partager cette prise de risque? Motivés, oui, parce que regardez l'histoire du bio, c'est l'histoire de petites entreprises. C'est pas les grands groupes qui ont créé le bio. Ils ont racheté ensuite des entreprises, mais il a été initié par des TPE, PME, que ce soit dans l'agricole ou dans la transformation cosmétique. Donc, conceptuellement, philosophiquement, elles sont tout à fait en phase avec cette Mais la philosophie, ça nourrit pas toujours. Et voilà. Donc, les problèmes qui se posent, c'est l'approvisionnement. C'est les conflits d'usage, parce qu'on fait des cultures énormes pour du biocarburant, et puis quelquefois c'est pas la bonne référence pour la cosmétique. Il y a un certain nombre de problèmes, et puis le premier, mais il est partagé par les grands groupes aussi, c'est la sécurité, c'est la reproductibilité de ce qu'on fournit et la sécurité d'approvisionnement. Le meilleur actif du monde ne trouve pas de clients s'il ne peut pas garantir un tonnage et une reproductibilité, en tout cas dans le monde cosmétique. Et je retourne la question, peut-être que Claudia et Nabil pourront réagir. La meilleure pratique agricole du monde, elle se sécurise par la bonne valorisation des produits qui en sont issus. Est-ce que de votre côté, justement, même question, vous contribuez à cette prise de risque que peuvent prendre les agriculteurs en changeant leurs pratiques vers des pratiques plus vertueuses, mais qui à court terme peuvent apparaître plus risquées dans un contexte, on l'a dit, où les aléas sont de plus en plus fréquents? J'espère qu'on y contribue. Déjà, rien
par notre demande en fait. Si la demande n'existe pas, il n'y a pas d'évolution. Donc oui, nous on a une demande, en tout cas nous en tant qu'industriels, et donc on essaye d'embarquer les fournisseurs dans cette demande. On essaye aussi de la traduire pour les utilisateurs finaux. Mais effectivement, y a des aléas et il faut une certaine souplesse. Là, je vais peut-être prendre, pour faire écho à ce que vous dites sur le fait de pouvoir garantir un certain tonnage. Une forme de visibilité sur le long terme. Sur notre filière d'approvisionnement en avocat au Pérou, on a vraiment entraîné beaucoup plus de producteurs, de plus en plus de producteurs à basculer sur de l'agriculture plutôt bio. Pour l'instant, voilà, on n'est pas encore sur l'agriculture de conservation des sols, mais déjà sur le bio, qui est aussi plus valorisable, hein, forcément, dans le produit fini aujourd'hui. Mais on peut pas, en fait, on est obligé d'avoir une certaine acceptance de la variabilité. Il y a des années où la part du bio, c'est 30%. Il y a eu des années où c'était 15%. Les rendements sont, vous le savez, plus variable que sur l'agriculture conventionnelle. Ouais. Nabil, de votre côté, est-ce que justement vous arrivez à donner la visibilité à vos fournisseurs agricoles pour sécuriser les changements de pratiques et en acceptant cette variabilité potentielle, au moins à court terme, quand il s'agit d'installer un nouveau système de production? Alors, il faut réaliser que pour un agriculteur, en fait, parfois de basculer sur du bio-régénératif, ça représente un risque énorme. Mais vraiment, parce que on a fait des essais donc en Anjou, notamment sur la camomille matricaire. Et en fait, ce qu'on a planté était vraiment en concurrence avec le reste des plantes qui étaient présentes. Oui, les couverts versus plantes d'intérêt. Tout à fait. Donc, on voulait enrichir le sol, mais au final, ce qu'on a récupéré n'avait aucune valeur pour nous, puisqu'on n'avait plus de molécules d'intérêt dedans. Et donc, ce risque-là, eh bien, en fait, nous, on accompagne l'agriculteur sur des contrats de plusieurs années en lui disant si ça marche pas cette année, on prend quand même tout au prix auquel on s'est engagé et puis on essaiera de corriger l'année prochaine, celle d'après, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc il y a ce temps du végétal, comme je dis souvent, qui est pas du tout peut-être le temps commercial ou des tendances ou autre. Et ça aussi, donc, on embarque que finalement un agriculteur avec nous, mais il faut être là pour le soutenir sur le long terme. Qu'est-ce qui vous motive opérationnellement à œuvrer dans ce sens? On l'a dit, ok, il y a Bicorp, il y a votre approche RSE, mais si je suis un tout petit peu plus terre à terre, est-ce que ça paye d'un point de vue marketing? Est-ce qu'il y a les labels qui vous permettent de le valoriser? Est-ce que les labels sont les bons outils pour valoriser ce type de démarche? Ou est-ce que tout simplement, c'est la réglementation qui vous pousse à œuvrer dans ce sens? C'est moi qui commence. Allez, Claudia. Déjà, moi je le fais pour moi, hein. Personnellement, l'avenir qui se pose devant moi n'est pas très réjouissant. Donc c'est mon premier moteur, c'est un moteur personnel pour moi, pour ma famille et pour mes proches. De pouvoir me dire, ok, je tente une alternative à aujourd'hui des pratiques qui sont délétères pour le vivant. Oui, puis son propre sens au travail, c'est ça aussi que vous évoquez. Ouais, quand même un petit peu. Moi, ça ceci étant dit, voilà, on a tous envie, et on est tous là, à mon avis, convaincus par la même éthique, on va dire. Mais concrètement, est-ce que d'un point de vue économique, d'un point de vue réglementaire, est-ce que ça marche, quoi, tout simplement? C'est hyper difficile. L'équilibre, il est extrêmement difficile à trouver. On parlait tout à l'heure des problématiques d'approvisionnement et des instabilités dans l'approvisionnement. C'est un savant équilibre entre essayer de trouver, travailler sur ses stocks justement pour pallier aux ruptures. Mais des ruptures de matières premières, on en a tous les ans. Tous les ans, on gère de la rupture. Et peut-être de plus en plus, compte tenu des aléas que nous ont décrit Serge. Ouais. Nous, notre approche, c'est du coup d'aller dans de plus en plus aussi de diversification des types d'actifs cosmétiques qui sont utilisés et des types de sourcing des filières. Reposez-moi un peu la question parce que je suis pas sûre d'avoir. Pas tout à fait, mais c'est pas grave, c'est intéressant quand même. Je posais la question, est-ce que les labels
existants vous poussent à œuvrer dans ce sens? Est-ce que la réglementation vous pousse à œuvrer dans ce sens? Ou est-ce qu'il y a d'autres motivations, au-delà des motivations personnelles que vous évoquez, qui sont évidemment centrales aussi, qui vous poussent à œuvrer dans ce sens? Je sais qu'en agriculture, je pense que la réglementation, c'est un cadre qui est ultra contraignant et qui n'est pas très optimiste. Mais nous, d'un point de vue marché de l'utilisateur final, moi j'aimerais qu'il y ait plus de réglementation. Parce qu'aujourd'hui, la réglementation, elle est plutôt dans l'aval, elle n'est pas dans la consommation. Enfin, à mon goût, pas assez. Donc j'aimerais que la réglementation nous aide encore plus à limiter le type de produits finis qu'on utilise, la part de matière plastique. Donc oui, ça doit nous aider. Et moi, j'aimerais que ça nous aide encore plus. Et d'autre part, il y a aussi, vous avez parlé beaucoup de labels. Et en fait, aujourd'hui, c'est sûr que c'est une source de développement. Cosme Bio a quand même construit une bonne réputation. On sait que nous, ça nous aide, et on a besoin de mobiliser des efforts pour avoir une forme de caution, parce que c'est très difficile en tant qu'utilisateur final. Moi, je parle toujours du point de vue de l'utilisateur final, en l'occurrence nous, des parents qui utilisent par exemple les produits Mustela, de faire son chemin à travers l'offre, mais titanesque qu'il y a sur ces produits dermocosmétiques. Comment faire le bon choix? Donc il y a des utilisateurs qui sont de plus en plus informés. Il y a effectivement, vous le mentionnez tout à l'heure, Anne, de plus en plus d'influenceurs, d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, qui aident à la pédagogie. Mais bon, il y a aussi à boire et à manger. Il y a des applications qui permettent un petit peu de décoder les listes d'ingrédients, mais qui vont pas forcément aujourd'hui prendre en compte complètement les méthodes agricoles qui sont employées dans la production des produits finis. Donc on peut aller plus loin. Annie, attends, ça marche pas sans micro. Un commentaire. Non, je rajouterais que des sociétés comme Yuka qui notent les produits avec franchement pas une bonne éthique, on aimerait bien que ça évolue correctement aussi. Pour un enjeu des bases de données sous-jacentes pour que les informations proposées par ces applications soient les plus éclairées possibles. On peut en douter jusqu'alors. Je fais réagir. Il faut ouvrir l'information. Ouais, ça aussi. Ouais, ça peut-être on y reviendra peut-être sur un open data. Open data, ça peut être un appel que vous lancerez tout à l'heure. Jean-Marc, sur cette idée, voilà. Ta question, c'est qu'est-ce qui motive les entreprises à aller là-dedans? Ça fait 3 ans qu'on leur dit, il ne faut pas la formuler comme ça, la question. On n'a plus le choix. Il faut prendre conscience qu'on n'a plus le choix. Alors quand on discute avec les membres de la Commission européenne, comme nous le faisons avec les organismes de certification, beaucoup d'entre eux en sont conscients. La question, c'est pas ça, c'est comment on fait. C'est le comment qui compte. Et donc, on accompagne les entreprises. J'ai oublié de dire que j'étais aussi ici au titre de vice-président du pôle Innovalliance, qui est le pôle en France pour la naturalité de la plante jusqu'aux usages finaux dans les arômes, les parfums, dont la cosmétique, etc., etc. Donc on n'a plus le choix. Donc on doit se concentrer pour aider les gens à tous les strates de la production, de l'innovation, de l'usage à faire cette évolution. Donc c'est le comment qui compte maintenant. Fabien, justement, est-ce qu'on a la réponse à la question comment? Alors le comment, nous on sait faire parce qu'en fait on sait aller tracer justement et mettre en valeur les pratiques pour bien les rémunérer. Donc c'est plus un problème aujourd'hui, on sait le faire. Faut pas qu'on complexifie ce que j'ai dit tout à l'heure avec trop de traçabilité massive, trop de barrières qui vont empêcher finalement une valeur de remonter jusqu'à l'agriculteur. Si on dépense toute la valeur dans la supply, ça sert plus gros à grand chose. En tout cas, on va pas réussir à motiver les agriculteurs. Moi, ce que je retiens dans ce qui nous motive, en tout cas, clairement, il y a la réglementation. Je pense que le bâton, ça aide beaucoup. Et typiquement, les démarches SRD, les entreprises qui se lancent dans des trajectoires SBTI, nous, c'est comme ça qu'elles viennent vers nous parce qu'elles veulent décarboner leur sourcing, et après on leur propose en plus peut-être de la biodiversité ou des choses pour réduire l'impact sur l'eau, sur l'air. Donc un enjeu de sécurisation de leur sourcing pour pouvoir rendre compte de la durabilité de ce sourcing. Il y a ça, et après il y a qu'est-ce qui rend possible aussi.
au-delà de qu'est-ce qui nous mobilise, nous, clairement, c'est notre organisation, le fait qu'on ait une démarche, ou en tout cas une raison d'être qui est de servir la terre, et le fait qu'on a une organisation qui nous permet de ne pas rémunérer des actionnaires, mais bien de remonter la valeur jusqu'à l'amont agricole, en fait. Et tous ces schémas-là, en fait, ça aide vraiment à avancer. Nabil, de votre côté, est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi un enjeu purement opérationnel? C'est-à-dire que, on le disait, il y a un enjeu de faire du reporting vers l'aval, de tracer les pratiques, vers l'aval, pardon, et de tracer les pratiques et d'en rendre compte aussi à d'autres parties prenantes compte tenu des cadres réglementaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de risque opérationnel très simple? C'est-à-dire que ces pratiques-là permettent juste d'avoir encore demain des matières premières pour vos filières. Tout à fait. L'agriculture bio-régénérative, donc pour nous, c'est essentiel pour sécuriser et pérenniser nos approvisionnements en matière végétale. Sans végétal, le groupe Berchem n'existe pas. Donc je fais écho au chasseur d'orage tout à l'heure qui nous a montré les cartes où en fait il fallait remonter. Et notre inquiétude, c'est qu'à force de remonter les cultures, on sorte du territoire français finalement et qu'on n'arrive plus à se fournir. Donc pour lutter contre ça, il faut stabiliser les sols et ralentir en fait ce mouvement inexorable. Donc l'agroécologie comme moyen d'adaptation de l'agriculture pour sécuriser aussi vos approvisionnements. Sophie l'a évoqué tout à l'heure, il y a une alternative aussi à ce qu'on se dit, c'est la synthèse biologique d'actifs. Qui peuvent être initialement identifiées dans des plantes d'intérêt, mais finalement produites par dans des cultures hors sol, des fermes verticales ou autres, ou extraites ou cultivées par des bactéries ou des levures. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Je vais juste vous donner un exemple. Après, on a des spécialistes là qui vont contribuer. On accompagne plusieurs régions, 5 régions de France, sur justement les valorisations de filières agricoles notamment. Je vous donne l'exemple de ce qui se passe en Grand Est. Une PME a trouvé dans la patate douce, alors c'est pas une culture locale, encore que ça risque de le devenir. C'est en train de le devenir. Je crois que Serge pourrait nous dire que ça va devenir, la France peut devenir une terre à patate douce. Un actif anti-inflammatoire d'intérêt majeur qui va servir et qui peut servir à la fois à la pharmacie et à la cosmétique, parce qu'on a tous ces problèmes d'irritation et de sensibilité de peau. La petite entreprise a fait la démarche d'innovation et de preuve. Aujourd'hui, elle s'est, pour pouvoir mettre ça sur le marché, elle s'est rapprochée d'un grand groupe suisse qui produit l'actif par voie biotechnologique. Donc en bypassant l'étape patate douce. Mais c'est une évolution normale. Il faut, et c'est là qu'on pourra peut-être en discuter sur ce qui se passe à l'Europe, sur leur perception de la biotechnologie, parce que elle est soutenue par les uns, la majorité, et curieusement, c'est le groupe écologiste qui bloque le plus sur la notion de biotechnologie. Absolument. On l'a bien vu avec les huiles essentielles. Enfin, je ne fais pas de digression. Bon. Donc là, c'est un exemple parfait d'une PME ingénieuse qui a trouvé l'actif, qui l'a amené à un certain degré de maturité et qui s'est adossé à un grand groupe pour le produire. Alors, peut-être pas dans le sens où on l'imagine dans cette assemblée, mais de façon vertueuse. Diminution de l'impact carbone, diminution de la consommation d'eau pour la production de terre, j'imagine, de terre, etc. Donc en fait, la biotech, ça peut être vécu comme une menace pour certaines productions agricoles, mais c'est une formidable opportunité aussi, et ça va complètement dans le sens des valeurs que souhaite la société. Donc il y a quand même des enjeux de transformation et de mode de pensée qui est associé à cette évolution. Si on se concentre sur la production agricole, parce que c'est quand même le sujet du jour, on voit qu'il y a quand même des alternatives qui peuvent exister avec la chimie de synthèse. De votre côté, est-ce que ça peut répondre à vos objectifs de naturalité, ou est-ce que vous vous dites, bah non, nous, nos engagements, et je dis ça sans jugement de valeur évidemment, c'est la culture agricole, entre guillemets, pour de vrai,
en pleine terre. On commence avec Claudia, que j'ai définitivement envie d'appeler Claire. J'ai besoin de relire là à chaque fois. Donc Claudia. Pas de problème, Christophe. Claudia, du coup, est-ce que vous, de votre côté, on est 100% biosourcé au sens produit pleine terre, ou est-ce qu'on peut être ouvert aussi à d'autres productions de ce type-là? On est super ouvert, on a un état d'esprit d'ouverture. En fait, je pense qu'on en discutait tout à l'heure avec Pabien, il n'y a pas une solution. Et la solution, elle est probablement dans la diversité des solutions. Je pense que tous les acteurs ici présents seront d'accord. Donc, évidemment qu'il faut aussi explorer cette option-là en prenant en compte le plus tôt possible les conséquences. Voilà, c'est... Je sais pas, moi, une réponse de Normande, c'est une sacrée réponse de Normande, mais... Oui, mais qui est assumée, dans le sens, voilà, on se ferme pas la porte à différentes modalités de production si elles sont vectrices de vertus économiques, technologiques et techniques. On disait, c'est difficile aujourd'hui de trouver la solution parfaite, mais si c'est mieux, c'est déjà vachement bien. Fabien, une réaction à ça? Oui, je vais juste réagir en fait avec l'importance aussi de laisser en fait aux agriculteurs un rôle et de ne pas mettre les agriculteurs uniquement dans la production alimentaire, qui n'est pas forcément la plus rémunératrice. Donc il faut aussi être vigilant et leur donner la capacité d'aller sur des productions ou des intercultures qui sont vraiment rémunératrices pour leur laisser la possibilité de produire pour tout le reste, quoi. Ouais. Et je réagissais peut-être juste aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, en fait, on produit du biocarburant. Il ne faut pas opposer biocarburant avec les autres usages, parce que sans biocarburant, sans biodiesel, il n'y aurait pas de glycérine végétale, en fait. C'est le coproduit de la production, et il faut aussi avoir ça en tête, de se dire que tous les usages sont intéressants, et c'est la multiplicité des usages qui fait qu'il y a des débouchés pour tout le monde, en fait. Avec un enjeu quand même de ne pas nier certains conflits d'usage, parce qu'à la fin on parle d'un même foncier, de l'intérêt peut-être des fermes verticales, et je voulais vous faire réagir là-dessus, Nabil. Est-ce que pour le groupe Berchem, les fermes verticales, où on vient produire de manière hors sol, ça a un intérêt pour produire des molécules d'intérêt, pour justement limiter la concurrence avec d'autres productions, d'autres valorisations, notamment alimentaires ou énergétiques? On a été énormément sollicité en fait par les fermes verticales pour donc nous apporter un sourcing végétal. Et en fait, toutes les études qu'on a faites jusque-là ne montrent pas une véritable faisabilité économique. Donc pour nous, ça reste plus intéressant d'avoir un végétal qui sort du sol que quelque chose de produit en ferme verticale. Quand on regarde ce que contiennent les végétaux, finalement, on est assez déçu, en fait, parce que quand on met le végétal dans des conditions idéales pour pousser, il ne produit pas ces molécules qui nous intéressent, donc ces fameux polyphénols. Ou alors il faut vraiment aller on peut contrôler l'environnement pour faire en sorte qu'il le produise. Les stress, etc., etc. Ce qui finalement finit par coûter pas mal d'argent. Et si on pousse donc ces alternatives à leur paroxysme, on voit ce qui nous est proposé aussi par d'autres fournisseurs dans d'autres pays un peu lointains. Chine ou Inde, par exemple. Je voulais pas les citer, mais pourquoi pas. Au final, eux nous proposent une molécule. Donc ils arrivent, ils viennent nous voir, ils nous disent voilà, on a telle molécule si vous voulez. Et moi, naturellement, je leur pose la question, mais vous avez utilisé quelle plante, quel végétal? Ah non, on n'utilise pas de végétaux. Et là, je me dis, finalement, on n'arrive plus du tout au résultat escompté, puisque en général, en cosmétique, par exemple, quand on parle d'une molécule, une plante est riche de plusieurs centaines de molécules différentes. Oui, mais ce qui nous intéresse, peut-être, c'est la pureté de ce principe actif. Peut-être que, justement, la Chine et l'Inde, en produisant juste ça vous intéresse. Oui, mais après, ce qui va nous manquer, c'est les 99 autres molécules qui, finalement, contribuent également au bien-être, au bienfait, et à cet actif, et à la fonctionnalité de cet actif naturel. On ne résume pas un actif naturel à une molécule d'intérêt. Non. C'est ça que j'entends. Pour nous, c'est toujours lié à une plante. Je me retourne vers la salle. On a le temps de quelques questions. Alors, je me rapproche de vous. Hop, je vous laisse vous présenter et poser une question courte. Merci. Donc moi, c'est Olivier Lamotte, directeur RSE chez Milpa. Milpa, on est gestionnaire de ferme. On gère 4000 hectares en grande culture et spécialisé dans l'agriculture bio régénératrice. Moi, ma question, c'était,
par rapport au bio, donc on sait qu'il y a une crise de la demande, mais est-ce que la nouvelle histoire du bio ne s'écrirait pas avec la production bas carbone? Dans le sens où le bio, et qui plus est le bio-régénératif, est la production la plus décarbonée qui soit. Donc quel est votre avis là-dessus par rapport à l'avenir du bio et des productions bas carbone? Est-ce qu'on peut malgré tout reconstruire des filières bio en les appelant peut-être des filières agroécologiques décarbonées, si on joue sur les mots? Est-ce que le carbone sauve le bio? Est-ce que le marché du carbone peut sauver ou contribuer à soutenir le marché du bio? Et puis après, peut-être, Olivier, je te reposerai la question de savoir c'est quoi pour toi et comment concrètement vous arrivez à faire du bio régénératif alors qu'on disait que c'était pas si facile. Je ne sais pas si je suis le mieux placé, mais nous, en fait, on n'a pas les capacités pour transformer du bio parce que finalement, on ne sait pas y apporter beaucoup de valeur. Après, il y a pas mal de petits triturateurs, et notamment Sanders dans le groupe Avril, qui savent transformer du bio. Mais effectivement, je pense qu'ils n'ont pas été voir le bio régénératif qui peut en plus apporter de valeur. C'est-à-dire de s'appuyer sur les crédits carbone ou les primes filières carbone pour venir soutenir le prix d'un bio régénératif. Et typiquement, nous, c'est ce qu'on est en train de faire avec Empreinte by CEPOL. C'est le programme sur lequel on se base sur les biocarburants comme modèle sur comment on structure l'approche d'aller rémunérer. De gros volumes, donc c'est une démarche vraiment industrialisée. Et c'est là où on arrive à apporter plus de 24 millions d'euros à l'amont agricole en plus par rapport à tout ce qu'on a déjà vendu. Et en fait, on se dit, ce modèle-là, il fonctionne. On sait tracer tout ce qui est valeur liée à la régénération des sols, aux pratiques. Et en fait, on est capable d'aller le transposer vers d'autres filières agricoles. L'alimentaire, les huiles alimentaires, et donc en huile alimentaire, typiquement le bio, c'est intéressant. Les tourteaux, et donc donc les protéines végétales, et ça aussi, Sanders, dans le groupe Avril, sait le faire. Et puis effectivement, la cosmétique, si on transforme en biocarburant, mais le bio, je pense que l'huile, on ne va pas la transformer en biocarburant, ça n'a aucun intérêt. D'autres réactions à cette question? Mais c'est vrai qu'en préambule, j'aurais bien aimé comprendre ce qui caractérise l'agriculture bio-régénérative versus la non-régénérative. Eh ben, on va poser la question. Et à quelles conditions? Déjà, merci pour cette question. L'agriculture bio-régénératrice, c'est très simple. L'agriculture bio, c'est l'agriculture qui est sans intrants, et l'agriculture régénératrice, c'est celle qui est plutôt de conservation des sols. C'est l'agriculture qui respecte la fertilité du sol, on en parlait. Donc on peut faire du bio sans intrants, donc sans herbicides et sans engrais chimiques, et du régénératif, donc sans labour, et ça passe notamment, j'en parle parce que nous on le fait chez Milpa, par des semis de cultures associées. Donc au-delà des couverts végétaux, entre les cultures, on peut semer directement sur la même parcelle du blé, de la févrole, du pois, du lin. On sème en même temps et on va récolter en même temps. Donc les cultures associées, c'est aussi une pratique, donc là je réponds à ta question Pierre, qui va dans le sens du bio-régénératif, et nous c'est possible, on le fait à l'échelle de toutes les fermes qu'on a en gestion. Avec Olivier, je te reprends le micro une seconde. Avec justement une clé de succès qui est la sécurisation du revenu de l'agriculteur engagé dans telle pratique. Oui, alors ça c'est spécifique à ce qu'on fait, mais la question c'est peut-être sur comment scaler ces pratiques qui sont techniquement difficiles, comment passer plus d'hectares en bio-régénératif. Ça passe par aussi une forme d'assurance. Donc chez Milpa, nous on préconise et on assure 390 € de résultats opérationnels à l'hectare pour nos fermes. Donc ça, c'est possible de le faire avec différents mécanismes, mais on sait que il y a un frein technique, il y a un frein qui est aussi économique, parce que vous l'avez dit, les agriculteurs passent pas forcément tous vers ces pratiques-là, mais on peut réussir à le faire, et on espère qu'il y aura de plus en plus d'agriculteurs qui se sentiront sécurisés par cette garantie de revenus qu'on porte chez Milpa. Du coup, je réponds de mon point de vue. Merci beaucoup pour la précision.
si on souhaite pérenniser en tout cas cette méthode qui semble ultra vertueuse, du point de vue du produit fini et de l'utilisateur final, je me dis qu'il y a plein de pistes possibles. Il y a évidemment la piste des labels et des certifications, mais je pense à autre chose. Enfin, c'est sûr que nous, on fait notre bilan carbone annuel, on sait quelles sont les 5 premières matières premières qui pèsent le plus dans notre empreinte carbone, mais on voit de plus en plus se développer, pour l'instant, des pratiques unilatérales de scoring carbone sur un produit. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, et je pense que si on pouvait aller dans cette dynamique-là avec un socle commun, parce qu'évidemment, si chacun fait son calcul à sa sauce, ça fonctionne pas, mais si on peut aller vers ça, c'est intéressant. Décomposer aussi cette empreinte-là, donc ça nécessite pas mal d'open data à nouveau et beaucoup de minutie, mais je pense qu'il y a vraiment une piste pour valoriser ces filières qui sont plus vertueuses et plus sobres en émissions carbone. Je vais me tourner vers la salle pour une dernière question, et je vous invite à réfléchir au mot de la fin et l'appel que vous souhaiteriez lancer à la salle pour conclure cette table ronde. Donc, dernière question. Merci Pierre. Henri de Richecourt, je suis le fondateur d'une plateforme de partage de connaissances open source précisément, qui s'appelle Triple Performance. Alors j'ai une question, pas pour Fabien, parce que pour CEPOL j'ai la réponse, mais pour les 3 autres. On a parlé du rôle des agriculteurs et du fait de leur demander des pratiques différentes. Il y a des prises de risques, il y a un travail, un apprentissage, etc. Question, est-ce que la cosmétique, de manière générale, est prêt à rétribuer de manière supplémentaire les agriculteurs qui se lancent dans ces pratiques qui sont plus exigeantes et qui ont un certain nombre d'avantages pour l'aval, mais un certain nombre de contraintes. CEPOL le fait, donc je connais la réponse. Je suis intéressé par la réponse de la cosmétique. J'avais tenté de poser la question de manière plus subtile, mais lui, il met les pieds dans le plat. Est-ce que ça paye plus cher? Je n'ai pas payé pour faire. En aval... Mais non, mais si CEPOL le fait, ça veut dire qu'on le fait. Parce que CEPOL est votre fournisseur? Oui, pour les entreprises de toute taille, la réponse est oui. Prenez l'exemple dans les plus grosses de l'Occitane, qui a vraiment un accompagnement social des agriculteurs, que ce soit la filière lavande dans son territoire, ou ce qu'elle faisait, ou ce qu'elle fait encore au Burkina Faso, par exemple, dans le soutien des populations. Ou ce qu'on fait mal au Madagascar. On le fait mal parce que l'action de soutien peut être un alibi, peut être... du social washing. Voilà, on peut le voir comme ça. Bon. Ça évolue, parce que ça, c'est les années passées. On avait besoin de soutenir une petite école, on envoyait 2 caisses de crayons et des cahiers, et on pensait qu'on jouait notre rôle. Non, maintenant ça c'est fini. Enfin, c'est fini pour la plupart. Et tout le monde a conscience qu'il faut faire des choses sérieuses et en tenant compte du temps long. Parce que c'est pas des choses sur une campagne. Émile ? La réponse est oui, nous le faisons déjà. Je vous ai donné un exemple, donc la Passiflore. Après, nous, on n'est pas forcément toujours à l'origine de la démarche. Il y a des agriculteurs aussi qui viennent nous voir et qui nous disent, bah voilà, moi j'ai développé ça, c'est biorégénératif, ça a tels avantages, etc. Par contre, ça va coûter plus cher. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Donc derrière, voilà, nous on s'engage sur une plante, 2 plantes, 3 plantes, 4 plantes. Après, on ne va pas non plus obliger l'agriculteur, parce qu'on sait qu'en fonction des années, c'est plus ou moins évident. Il y a le bon moment pour faire les choses aussi. Et voilà, on est juste dans une logique de partenariat. Donc, effectivement, on s'engage. Je vais te donner un petit éclairage. Très cette court. Question se complète simplement. Les entreprises de la cosmétique disent oui, on accepte une augmentation de prix, mais ils veulent contrôler cette augmentation. C'est-à-dire, si tu leur laisses la possibilité, non mais en expliquant, non mais il y a une pédagogie aussi de la part du fournisseur en disant bon, si elle peut vraiment accompagner ça et le décider elle, ça sera vraiment accepté. Ce qu'elles veulent pas, c'est l'année prochaine j'ai 15%, je sais pas pourquoi. Voilà. C'est bon. Un dernier mot pour conclure chacun, un appel à lancer. Est-ce que c'était ça l'appel à lancer? Ça pourrait être ça, c'est-à-dire que, l'évolution, elle est forcément collective.
C'est pas une société, c'est pas un groupe, c'est pas un pôle, c'est pas peu importe. Elle est forcément collective. Collective, entre acteurs du secteur, mais aussi vis-à-vis de son amont agricole. Connective aussi, mais collective. Fabien, le mot de la fin? Moi, je dirais qu'il faut qu'on se parle entre filières. En fait, nous, c'est vrai qu'on est que sur la filière colza et colza tournesol. Et en gros, un colza, c'est 9 mois de sols qui sont couverts dans une rotation qui dure 3 ans, en gros. 3 à 5 ans, ça dépend. Et en gros, un agriculteur, il va avoir les mêmes pratiques sur une même parcelle, quelle que soit les cultures. Donc en fait, les autres filières, toutes les filières doivent se parler aussi pour arriver en fait à rémunérer l'agriculteur tout au long de l'année sur toutes les cultures. Et puis bon, si vous voulez la glycérine bas carbone, vous savez qui contacter. Hein. C'est Paul ou Oléon si vous travaillez déjà avec Oléon. Nabil, de ton côté, l'appel à lancer? Pour moi, c'est un appel au bon sens. Faut pas que la biorégénération, la protection des sols, ça devienne comme un peu malheureusement le bio l'a été ou peut l'être parfois, un concept de bobo urbain qui veut sauver la planète. Faut que ça reste bien concret et il faut s'adapter aux contraintes des agriculteurs et pas leur demander la lune non plus, quoi. Ne pas être plus royaliste que le roi, ne pas être élitiste. Claudia, pour conclure le mot de la fin. Je terminerai aussi sur cette invitation à la jouer collectif. Un peu comme l'UBB sans doute ce week-end pour les Bordelais. Merci. L'Union Bordeaux-Bègles, apparemment il y a des fans. Et donc oui, la coopération, la coopétition même, je pense, peut fonctionner. Ce qu'on voit bien, c'est que la difficulté à aller plus loin dans la transition, elle est parfois dans la peur et l'appréhension. Donc plus on valorisera des exemples qui fonctionnent, qui sont rentables, où il y a une juste répartition de la valeur, plus on déploiera tout ça. Voilà. En partageant des données qui peuvent servir aussi à capitaliser des connaissances. Absolument. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos témoignages, vos réactions.